responsable des relations investisseurs. Et je suis accompagné de Timothée Odoli, responsable des acquisitions. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être présents dans ce webinaire. Ce webinaire s'inscrit dans une série de séances éducatives. Ce sont des webinaires thématiques. Nous allons aborder aujourd'hui les différentes stratégies d'investissement en copropriété. Et nous allons notamment parler un peu plus en détail d'une stratégie en particulier, qui est la stratégie de valeur ajoutée. Le webinaire va durer à peu près 30-35 minutes. À la suite de la présentation, nous allons répondre à l'ensemble de vos questions que vous pouvez poser. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat à droite de votre écran. La présentation va s'articuler de la manière suivante. Donc, on va reprendre les principes de l'investissement en crowdfunding, en copropriété. Et puis, nous allons voir les différentes stratégies d'investissement. Par mesure de facilité, Foxstone a segmenté ses offres en copropriété selon 3 stratégies distinctes d'investissement, dont la stratégie de valeur ajoutée sur laquelle nous allons revenir un peu plus en détail, et nous allons notamment aborder un cas d'étude et puis ensuite répondre à vos différentes questions. Alors, en guise d'introduction, peut-être quelques mots sur Foxstone. Donc, nous sommes une plateforme de crowdfunding immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ce mot barbare? Ce qu'on appelle également investissement participatif. Simplement, Foxstone rassemble des investisseurs qui ont un objectif commun. Cet objectif commun, c'est d'investir dans l'immobilier en direct pour générer du rendement ou dans d'autres projets immobiliers. On rassemble des personnes aujourd'hui pour leur permettre d'investir dans 2 types d'offres qui sont notre cœur de métier, c'est-à-dire la copropriété, donc rassembler des personnes pour qu'elles fassent l'acquisition d'un immeuble de rendement déjà existant et déjà loué. La copropriété a donc un objectif d'investissement qui est moyen-long terme pour générer des revenus trimestriels, des revenus récurrents. Il y a également un deuxième type d'investissement qui est complémentaire, qui est le prêt participatif, où là, les investisseurs ne font pas l'acquisition d'un bien immobilier, mais ils participent au financement d'un projet de construction ou le refinancement d'un actif existant. Le prêt participatif, par rapport à la copropriété, est plus à voir comme une alternative au compte bancaire. Ce sont des placements qui sont courts ou moyen terme, généralement avec une durée fixe de 12 ou 18 mois. Aujourd'hui, nous allons volontairement mettre de côté le prêt participatif qui sera l'objet d'un webinaire à part entière. Nous allons donc nous focaliser sur la partie copropriété. Donc la copropriété, c'est, comme je vous l'ai dit, rassembler des personnes pour leur permettre d'acquérir ensemble un bien immobilier en Suisse dans le but de générer des revenus récurrents. Comment est venue cette idée? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Foxstone propose des immeubles en copropriété? On a déjà fait une trentaine d'immeubles sur ce modèle. Pour vous expliquer la genèse de l'histoire, l'histoire d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu quasiment impossible pour la classe moyenne d'investir directement dans l'immobilier en Suisse. C'est fort dommage. Pourquoi? Parce que la classe d'actifs immobilières, c'est une classe d'actifs qui correspond à la plupart, dirais-je même, à l'ensemble des investisseurs particuliers comme vous et moi. Pourquoi? Puisque l'immobilier, c'est quelque chose qui est palpable, on peut voir l'immeuble, on peut le visiter, on peut le toucher. Et l'immobilier, c'est quelque chose qui est facilement compréhensible. Vous avez un immeuble, vous avez des locataires qui payent leur loyer, donc vous avez des entrées d'argent. En face, vous avez des charges, le maintien de l'immeuble, d'exploitation et autres. La différence entre le loyer et les charges sont donc le bénéfice. C'est très facile à comprendre. Donc, la classe d'actifs immobilières, du fait de sa stabilité, du fait qu'elle soit tangible et qu'elle soit compréhensible de tous, c'est une classe d'actifs qui correspond très bien en fonds de portefeuille à l'ensemble des investisseurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu de plus en plus difficile d'investir dans l'immobilier en Suisse. Pour différentes raisons que vous connaissez certainement. La première, la plus évidente, c'est la barrière financière, les fonds propres nécessaires, requis, qui sont de plus en plus importants pour acheter un appartement. Et puis, on a toutes les problématiques qui vont avec l'acquisition d'un bien immobilier. C'est d'abord trouver ce bien immobilier. Effectivement, tout le monde cherche 2 pièces et demie dans une grande ville de Suisse qui soit au bon prix, bien entretenu, avec un bon locataire. Mais voilà, il y a plus de personnes qui cherchent ce bien que de biens disponibles à la vente, ce qui fait augmenter les prix
et les biens sont extrêmement rares et souvent ce sont des biens qui se négocient hors marché, c'est-à-dire sans avoir d'annonce visible sur les différents sites d'annonce. Donc en plus d'avoir des fonds propres aujourd'hui pour investir dans l'immobilier, il faut avoir du réseau, peut-être un ami courtier ou quelqu'un qui est dans l'immobilier pour nous trouver les bonnes affaires. Il faut avoir les compétences pour savoir est-ce que l'appartement, est-ce que l'affaire qu'on propose est un bon investissement, oui ou non. Et ensuite, il faut avoir du temps. Du temps pour trouver son bien immobilier, pour aller rechercher son hypothèque, pour organiser toute la transaction chez le notaire. Et ensuite, quand vous avez passé encore tout ce parcours du combattant, il faut encore gérer son bien immobilier. Soit vous le gérez tout seul, ça vous prend énormément de temps, soit vous dédiez la gestion à une gérance, ce qui va vous prendre une partie des revenus locatifs et qui va quand même nécessiter un petit peu d'administratif et de surveillance de votre côté, donc ça va quand même vous prendre du temps. Avec Foxstone, ce qu'on a voulu faire, c'est terrasser l'ensemble de ces barrières à l'entrée en vous offrant la possibilité d'investir dans l'immobilier en Suisse, en direct, et cela grâce à la technologie. Alors comment est-ce que ça fonctionne, l'investissement en copropriété? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit toujours d'un immeuble qui est déjà existant et déjà loué. Et ce que nous faisons, c'est que, très simplement, nous découpons l'immeuble en parts de copropriété. Chaque part a une valeur de 25 000 francs, tout frais inclus, y compris les frais de notaire. Donc, chaque copropriétaire va acheter une ou plusieurs parts de la totalité de l'immeuble, ce qui veut dire que vous allez devenir copropriétaire non pas d'un appartement, mais de l'entièreté du bâtiment. Si vous avez 1% de l'immeuble, vous avez 1% de chacun des appartements qu'il contient. Et pourquoi est-ce que c'est important? Puisque en fait, c'est la pierre angulaire, le point le plus important de la copropriété. Je prends toujours la comparaison avec l'acquisition d'un appartement dans le but d'y mettre un locataire. Dans la partie copropriété, l'avantage principal, c'est que vous serez, comme je vous l'ai dit, copropriétaire de l'ensemble des appartements. Et dans l'investissement immobilier locatif, le premier risque, c'est le risque locatif, c'est-à-dire d'avoir un appartement qui est vacant, qui a la difficulté à trouver un locataire, ou bien un locataire qui pose problème. Dans notre modèle, vu que vous avez l'ensemble des appartements, imaginons un immeuble avec 26 appartements, même si vous avez un appartement qui reste vacant, imaginons toute l'année, vous avez toujours 25 revenus sur les 26 que vous allez percevoir. Donc, l'impact du risque locatif reste existant, évidemment, mais il est largement amoindri parce qu'il est dilué sur l'ensemble des appartements et l'ensemble du bâtiment. C'est ça le point le plus important et la force du modèle de la copropriété. La copropriété, au quotidien, comment ça fonctionne? Chaque investisseur va donc détenir des parts qui correspondent à un pourcentage de la totalité de l'immeuble. Chaque part est nominative et inscrite au registre foncier. Donc vous avez un vrai type de copropriété, ce qui sous-entend que si même la gérance ou si Foxstone était amené à disparaître, vous restez propriétaire de votre part et vous restez copropriétaire de l'immeuble avec la gérance qui s'occupe de faire la gestion et de vous reverser vos loyers trimestriellement. Une fois que l'immeuble est acquis, donc le processus d'acquisition de l'immeuble est très simple, chaque copropriétaire va déposer ses fonds, non pas sur le compte de Foxstone, par mesure de sécurité évidente, mais sur le compte du notaire. C'est le compte de consignation du notaire qui va collecter l'ensemble des fonds des investisseurs, donc les parts à 25 000 francs. Et une fois que le notaire a 100% des fonds nécessaires pour procéder à l'acquisition de l'immeuble, Foxstone représente tous les copropriétaires chez le notaire le jour de l'acquisition pour signer l'acte de vente officiel, et vous devenez ainsi officiellement copropriétaire de l'immeuble avec votre nom inscrit au registre foncier. À partir de ce moment-là, le calcul du rendement démarre et vous aurez des revenus nets de charges qui vont vous être versés trimestriellement. Comment se passe la gestion de l'immeuble? La gestion de l'immeuble se passe selon 3 niveaux hiérarchiques. Sans rentrer dans les détails puisque ça fera l'objet d'un webinaire à part entière, vous avez 3 niveaux de gestion. Le premier niveau, c'est la gérance. Foxstone délègue la gestion courante à différentes gérances immobilières de la place qui vont s'occuper de tout le travail classique de la gérance, c'est-à-dire entrée-sortie de locataires, entretien courant des appartements et des parties communes, paiement des charges, collecter les loyers, payer les charges et reverser les revenus trimestriels aux copropriétaires. C'est directement la gérance qui va vous verser les revenus. La gérance a une autonomie jusqu'à 3 000 francs sur facture ou 10 000 francs à l'année, ce qui permet de lui laisser une autonomie suffisante pour l'entretien courant des appartements et des parties communes. Au-delà de ce montant, on arrive au deuxième niveau de gestion. Si vous voulez, la gestion est
forme pyramidale, en fait, on arrive au deuxième niveau qui est Folkestone. Folkestone est administrateur de la copropriété, c'est-à-dire que l'on a deux casquettes. La première casquette, c'est prendre les décisions stratégiques pour l'immeuble. Les décisions stratégiques, c'est tout ce qui entraîne évidemment la stratégie, notamment tout ce qui est rénovation. On se pose la question entre deux locataires, faut-il rénover, rafraîchir un appartement pour le maintenir au goût du jour, le maintenir attractif en fonction du budget que l'on a déjà provisionné sur le fonds de rénovation? Ça, c'est une de nos casquettes. La deuxième étant toutes les questions qui sont relatives à la politique de loyer. Chez Folkestone, on est très vigilant sur la vacance locative au moment de l'acquisition de l'immeuble, mais également dans sa gestion courante. Et en management de la vacance locative, il y a aussi une partie importante de gestion des loyers. Est-ce que le loyer que l'on propose pour cet appartement correspond avec ce que les locataires sont en attente de payer? De sorte à ce que si vous avez un appartement qui va être trop cher, vous allez avoir de la vacance parce qu'il n'y a pas de repreneur. Donc Folkestone vérifie tous les mois que les appartements soient au bon niveau et procède, si nécessaire, à des ajustements, à la hausse, mais également parfois à la baisse si les appartements sont loués trop cher par rapport à ce que les locataires attendent. Voilà nos deux casquettes. J'en profite pour faire le lien avec du coup la gestion stratégique de Folkestone et pour parler du troisième et dernier niveau de gestion qui est vous, les copropriétaires. Vous participez à la gestion de l'immeuble si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Il y a une assemblée générale annuelle qui est tenue en ligne. Donc, les votations se font de manière très simple. Si vous avez déjà assisté à des assemblées générales ordinaires de copropriété, bien souvent, on a beaucoup d'anecdotes puisque ce sont des séances qui durent longtemps. On discute beaucoup de sujets comme les boîtes aux lettres, la couleur de la peinture. Souvent, les copropriétaires, d'ailleurs, ne sont pas d'accord entre eux. Et on a beaucoup de mal à trancher les décisions dans les assemblées ordinaires. Dans notre modèle, ça va être beaucoup plus simple, ça va être sous forme de QCM. Vous pourrez bien sûr apporter des questions à l'AG si vous le souhaitez. Mais un point important, c'est que tous les copropriétaires sont là dans un objectif d'investissement, un objectif de rendement. Il n'y a pas de copropriétaire résident dans l'immeuble. Donc chacun a les mêmes intérêts que l'autre. Les intérêts sont alignés et les assemblées se déroulent de manière très rapide et très simple. On en fait une trentaine par année. On commence à avoir un petit peu d'expérience. Ça se fait de manière 100% digitale et très pratique. Voici les trois niveaux de gestion. J'en profite pour faire le lien du coup avec la stratégie. Comme je vous le disais, on a eu beaucoup de questions des investisseurs qui nous demandaient parmi deux immeubles lequel pourrait le plus correspondre à leur stratégie d'investissement. Donc on a répertorié les immeubles selon trois différentes stratégies que Timothée va vous présenter. Exactement. Alors merci Hugo, merci à tous d'être là. Alors, on peut passer sur les stratégies que Folkestone a décidé, a choisi en fait, pour vous aider à choisir dans quel immeuble vous allez pouvoir investir. Donc, on a la stratégie de valeur ajoutée qu'on va développer un petit peu plus en détail aujourd'hui. On a la stratégie conservatrice et la stratégie de rendement. Alors, la stratégie conservatrice, elle correspond plutôt à des personnes qui souhaitent un niveau de risque faible. Donc, ça va consister à investir dans des localisations centrales sur des propriétés qui vont offrir des revenus qui sont sûrs et qui sont stables dans le temps, avec un rendement qui va être légèrement inférieur. C'est des propriétés qui vont mieux résister aux fluctuations des marchés. On a ensuite la stratégie de rendement. La stratégie de rendement est un petit peu plus risquée. On va avoir un rendement initial qui va être supérieur. On va investir dans des localisations qui sont peut-être un petit peu plus excentrées des centres-villes. Et ensuite, on a la stratégie de valeur ajoutée qui va consister à investir dans des propriétés qui nécessitent des améliorations ou des rénovations afin peut-être de repositionner l'immeuble sur un segment peut-être un petit peu plus haut de gamme ou avec des performances énergétiques qui vont être améliorées. Donc, cette stratégie de valeur ajoutée qu'on va développer aujourd'hui, elle comprend plusieurs points clés. Alors, merci Hugo. Elle comprend plusieurs points clés qu'on a répartis en 6 points clés. Alors, tout d'abord, et le plus important dans un investissement immobilier quel qu'il soit, c'est la localisation. On parle de localisation macro, qui va comprendre où se situe la commune dans le pays, et la localisation micro, qui va être où se situe l'immeuble dans la commune et quels sont les alentours de l'immeuble. Ensuite, il va falloir investir sur un marché qui est stable ou qui est en progression, donc une localisation plutôt centrale et dynamique. Il va falloir ensuite mettre en œuvre toute cette stratégie et l'exécuter afin qu'elle se réalise.
faut qu'on ait un immeuble qui a un potentiel d'amélioration, donc que ce soit l'amélioration du confort des locataires, que ce soit l'amélioration de la performance énergétique, avec l'amélioration de l'enveloppe du bâtiment ou du système de chauffage. Donc tout ça, ça va permettre une optimisation des charges d'exploitation, donc une diminution des coûts et une augmentation du rendement. Et donc cette stratégie, c'est plutôt une stratégie qui s'inscrit dans une durée moyen à long terme. On parle souvent de 4 à 12, voire 15 ans pour intégrer et implémenter l'ensemble de la stratégie. Donc, pour que ça soit plus simple, on a pris un cas concret, donc l'immeuble de Clarens, qui est situé sur la riviera vaudoise et qui est actuellement ouvert à l'investissement sur la plateforme Foxstone. Donc, premier point, la localisation macro. Donc, Clarens est situé sur la riviera vaudoise, entre Vevey et Montreux. C'est d'ailleurs une localité de la commune de Montreux. Donc, la riviera vaudoise est assez connue pour son climat doux, qui est proche du lac, avec une belle vue sur les montagnes. Il y a aussi de nombreux employeurs. Il y a notamment Nestlé, qui est à Vevey, qui est tout proche et qui emploie près de 3000 personnes sur son siège. Mais il y a aussi d'autres entreprises qui sont actives dans le domaine du nucléaire ou de l'aérospatial, comme Merck et Renault ou Acco Technologies, qui emploient aussi de nombreux employés. Et aussi le leader des implants orthopédiques, qui est Stryker Europe. Donc on a une localisation qui est attractive au niveau de l'emploi, attractive aussi au niveau du tourisme et qui est agréable à vivre. Ensuite, on va voir la micro-localisation de l'immeuble au sein de la commune de Clarens. Donc, on le voit sur cette image où le petit logo Foxstone représente l'immeuble et on voit que dans un rayon de 500 mètres autour de l'immeuble, on a toutes les commodités qui sont accessibles à pied pour les locataires. On a plusieurs supermarchés, une pharmacie, on a des restaurants et des bars pour la vie active, on a un cabinet médical, on a une école pour les familles et surtout, on a la gare de Clarens qui est située au bout de la rue de l'immeuble et qui amène à Montreux en 2 minutes en train, qui amène à Vevey en 7 minutes en train et à Lausanne en 20 minutes, qui est une grande ville. Donc, on voit que la micro-localisation est aussi très bonne pour cet immeuble de Clarens. On a aussi la plage de Montreux qui est en bas de la rue. Ensuite, on va devoir voir l'immeuble en lui-même, qu'est-ce qui peut être amélioré, où est-ce qu'on peut aller chercher la valeur de cet immeuble. Donc, on voit cet immeuble de Clarens, qui est un immeuble de 1971, donc qui a été bien entretenu, qui a subi quelques rénovations, mais qui a encore un large potentiel d'amélioration, notamment au niveau de l'aménagement intérieur des appartements, mais aussi du système de chauffage et de l'enveloppe du bâtiment. Donc, ce que Foxstone a prévu pour cet immeuble, c'est de le faire monter en gamme un petit peu, donc d'améliorer les logements, donc de rénover les cuisines. On peut voir qu'on a des cuisines qui sont un petit peu vieillottes, un petit peu plus vétustes. Ceci a déjà été rénové, je crois, une vingtaine d'années. Voilà. Effectivement, il y a encore du potentiel pour les remettre au goût du jour. Exactement. Et c'est ce qu'on compte faire en remettant une cuisine plus moderne, avec des équipements plus modernes, qui sont aussi moins énergivores, et qui vont attirer des locataires qui seront peut-être, qui recherchent ce type de prestations et qui seront prêts à mettre un loyer un petit peu plus élevé. Donc, on va faire monter un petit peu en gamme l'immeuble. On peut le voir aussi avec une salle de bain. On a une salle de bain là qui, pour le coup, n'a pas du tout été rénovée et une salle de bain qui est ici beaucoup plus attractive et qui est un petit peu plus au goût du jour. Donc, cet immeuble de Clarens, il a un potentiel d'amélioration des appartements afin, donc, comme je disais, d'attirer des locataires qui sont prêts à payer un loyer plus élevé pour une qualité de vie qui est aussi plus élevée et des prestations qui sont supérieures. On peut aussi améliorer l'enveloppe du bâtiment et le système de chauffage, c'est ce qui est prévu. On a actuellement un chauffage au mazout qui va changer à court moyen terme. Il y a un projet d'installation de chauffage à distance dans la région de la Riviera, à Clarens, Montreux et Vevey, qui sera mis en œuvre dans les prochaines années. On pourra faire passer l'immeuble du mazout au chauffage à distance, ce qui va permettre de réduire la consommation énergétique, mais aussi de réduire l'entretien, puisqu'on n'aura plus une chaudière dans l'immeuble, mais on aura une centrale de chauffage qui desservira toute la région. On
prévoit également, et comme on l'a déjà fait sur un immeuble à Bay, pardon, comme on peut le voir sur le slide suivant, de mettre des panneaux photovoltaïques sur l'immeuble, toujours dans le but de réduire cette consommation, de réduire les charges d'exploitation de l'immeuble, tout en augmentant la qualité de l'immeuble. Donc on va essayer d'augmenter les loyers petit à petit, de réduire les charges pour les locataires, ce qui fait qu'on va avoir un rendement qui va augmenter avec le temps, et c'est ça qu'on appelle valeur ajoutée, on va aller chercher de la valeur. Ensuite, quand on a un immeuble qui a été entièrement rénové, tous les appartements sont récents, avec des prestations de qualité, avec un chauffage récent qui est peu énergivore, on a un immeuble qui prend de la valeur et qui, donc, du coup, qui prend de la valeur et qui permet une plus-value à la revente. Petit point aussi peut-être sur les normes. Vous savez qu'il y a de plus en plus de normes énergétiques, autant sur la consommation des bâtiments, mais aussi sur leurs émissions. On voit au niveau des communes et au niveau des cantons, c'est des normes qui aujourd'hui sont plutôt incitatives, mais qui très prochainement vont devenir contraignantes et punitives. Donc pour tous ceux qui n'ont pas en amont suffisamment préparé cette modification, cette évolution technique des bâtiments, ils vont être confrontés à des grosses factures qui vont arriver du jour au lendemain. Donc, Folkstone, ça fait partie vraiment du cœur de la stratégie. On regarde aussi toutes ces normes, on essaie d'être non seulement bien sûr à jour sur les normes actuelles, mais en deçà, par exemple pour les émissions, de ce qui va être exigé dans les 20 prochaines années par les cantons. Donc, ça permet aussi d'enlever un risque important dans l'investissement immobilier, qui est un risque structurel, un risque de charge d'exploitation, d'avoir des mises aux normes à faire qui n'étaient pas prévues. Donc nous, chez Folkstone, on prévoit ça avant, au moment de l'acquisition, pour s'assurer qu'on n'a pas de mauvaises surprises qui arrivent 15 ou 20 années plus tard. Ouais, exactement, et on en profite en plus en ce moment, puisque le canton incite et du coup délivre des subventions si on fait des rénovations qui sont à caractère énergétique. Donc comme le disait Hugo, on peut le voir sur le plan financier qu'on a prévu pour cet immeuble de Clarens. Donc on a un revenu locatif qui va augmenter grâce à l'augmentation des prestations au sein des appartements et à la qualité de vie des locataires, au confort des locataires. On a des charges opérationnelles qui vont diminuer. Alors, sur ce plan financier, on a pris en compte le fait que l'énergie augmente, il y a une certaine inflation, donc on ne voit pas une diminution, mais les charges d'exploitation diminuent en proportion du revenu de l'immeuble. C'est pour ça que vous voyez quand même une augmentation. Donc, ces charges opérationnelles, elles comprennent tout simplement toutes les charges qui permettent de faire vivre l'immeuble. Donc, il faut assurer l'immeuble, il faut qu'il y ait une gérance qui gère l'immeuble, un concierge qui s'occupe de nettoyer les parties communes, il faut payer l'eau, l'électricité, le chauffage, mais également tous les contrats de maintenance, que ce soit de la toiture, que ce soit de la chaudière. Et également, dans ces charges opérationnelles, on a structuré une dette hypothécaire, donc il faut payer les intérêts de la dette hypothécaire. Et comme le disait Hugo, on prévoit dès le départ, et c'est ce que vous voyez dans la colonne court terme, dans le fonds de rénovation, on voit 900 000 francs, plus de 900 000 francs, qui sont provisionnés et qui sont levés dès l'acquisition, et qui vont permettre de réaliser tous les travaux dont je vous ai parlé juste avant, donc réaménagement intérieur des appartements, les cuisines, les salles de bain, refaire aussi des parquets s'il y a besoin, ceux qui sont un petit peu usés ou complètement les changer, mais aussi changer le système de chauffage, installer des panneaux photovoltaïques. Donc, ce budget de travaux, il a été validé par un expert indépendant et ces 900 000 francs vont servir à ça. Et ensuite, chaque année, on va prendre un petit peu sur les loyers, 17 000 francs pour alimenter un fonds de rénovation qui permettra aussi de faire les rénovations futures. Donc, grâce à tous ces travaux, à la localisation centrale dans laquelle se trouve Clarens, qui est demandée et qui est prisée, on va avoir un immeuble qui va monter en gamme, qui va s'améliorer, donc un rendement qui va croître et une plus-value attendue entre 10 et 20% sur le moyen et le long terme. Donc, l'immeuble de Clarens coche bien toutes les cases de la valeur ajoutée, une bonne macro-localisation avec la rivière vaudoise, une bonne micro-localisation au sein de Clarens. On est sur un marché stable qui progresse régulièrement, la rivière vaudoise, Clarens, Montreux, Vevey. Folkstone va exécuter cette stratégie et la mettre en œuvre. Donc, le département d'acquisition dans lequel je fais partie et le département d'asset management travaillent en étroite collaboration.
comme nous l'avons déjà fait sur des immeubles à Luçon, à Moudon ou encore à Baie, image que vous avez vue. On a un potentiel d'amélioration du bâtiment, un immeuble des années 70 qui nécessite des rénovations, comme on l'a vu. On va pouvoir optimiser ses charges d'exploitation grâce aux énergies renouvelables et à l'installation d'un chauffage à distance. Et par contre, c'est une stratégie qui est plutôt moyen-long terme. On ne peut pas forcer les locataires à partir de l'appartement, donc on va devoir rénover les appartements au fur et à mesure des rotations des locataires. Et ça peut prendre 4, 5, 6, jusqu'à 10, 12 ans en général pour mettre et pour intégrer cette stratégie pleinement et que l'immeuble prenne vraiment la valeur et atteigne tout son potentiel. Oui, c'est important de le préciser que lorsqu'on fait l'acquisition d'un immeuble qui a une stratégie de valeur ajoutée, avec notamment des rénovations d'appartements, les locataires restent en place. On ne met pas fin au contrat. Les rénovations d'appartements se font au gré des rotations naturelles des différents locataires. Donc, il y a effectivement ce côté incertain sur le temps. On ne sait pas si l'année prochaine, il y aura 3 rotations ou s'il y en aura 12. Néanmoins, sur ces immeubles qui ont une cinquantaine d'années, on a aussi beaucoup d'historique et on arrive à calculer une rotation moyenne observée sur 10 dernières années. C'est comme ça, en tout cas, qu'on structure notre plan financier. Exactement. Là, j'espère on arrive à la fin de cette présentation sur la valeur ajoutée, qui est donc le début de différentes présentations thématiques sur les autres stratégies que Timothée a pu énoncer en début de présentation. Si vous souhaitez en savoir plus, alors premièrement, vous pouvez vous inscrire sur le site pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. C'est totalement gratuit et ce n'est pas engageant. Vous pourrez voir l'ensemble des immeubles qui sont ouverts à souscription, les immeubles qui ont déjà été financés. Et pour chacune de ces différentes offres de copropriété, vous pourrez consulter l'ensemble de la documentation. Si vous souhaitez avancer dans votre réflexion, vous pouvez demander à recevoir par email d'autres documents complémentaires qui, pour le coup, ne sont pas liés à l'immeuble, mais qui sont liés à la copropriété. Vous recevrez un exemplaire du règlement de la copropriété, le règlement d'administration qui est la pierre angulaire de cet investissement, le document qui régit tout le fonctionnement. Et vous recevrez également les documents de souscription si par la suite vous souhaitez aller de l'avant pour l'acquisition de parts. Si par la suite vous souhaitez acquérir des parts, vous pourrez suivre directement en ligne l'ensemble du processus qui est un processus digital où vous pourrez télécharger vos documents, les remplir, contacter un notaire directement en ligne, en vidéo. Ça dure 3 minutes, montre en main, c'est super, c'est ultra rapide. Vous montrez votre pièce d'identité, vous avez le notaire en face qui confirme que c'est bien vous sur la photo et sur la pièce d'identité et il certifie une copie conforme de votre pièce d'identité sans jamais être sorti de chez vous. Et ensuite, vous envoyez les documents au notaire, vous versez les fonds sur le compte du notaire. Et comme je vous l'ai dit, quand on a 100% des fonds sur le compte du notaire, on procède à l'acquisition de l'immeuble et vous devenez copropriétaire. Vous avez ensuite, et ce sera notre dernière slide, vous avez un espace qui s'ouvre sur votre plateforme, votre tableau de bord, sur lequel vous pourrez suivre l'ensemble des revenus que vous avez perçus. Vous aurez les différents rapports, que ce soit des rapports fiscaux avec tout justificatif pour faire votre déclaration annuelle, mais également un rapport de suivi trimestriel. Vous aurez le rapport, donc le décompte fait par la gérance, plus un rapport fait par l'asset manager de Folkestone qui vous explique tous les changements qui ont eu lieu sur ce dernier trimestre et vous pouvez suivre de trimestre en trimestre l'immeuble comme si vous étiez en fait propriétaire de l'intégralité du bâtiment. Merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux pour cette présentation. 12h33, on tient le délai qui nous était fixé. On arrive donc à la partie des questions. Alors, on va essayer de les prendre directement dans l'ordre. Il y a une question d'Achille. Oui. Alors, peut-être je te laisse la lire et y répondre. Oui, alors Achille nous demande combien de bâtiments nous avons achetés et on continue à gérer aujourd'hui. Alors, on a 33 bâtiments qu'on a achetés. Je parle que de la partie de copropriété. On a ensuite fait des financements sur des promotions immobilières et qu'on continue à gérer. Donc, nous, on a l'administration de la copropriété. On met ensuite en place une gérance, de préférence locale, qui connaît bien le marché pour pouvoir gérer l'immeuble, pour être sûr de mettre les appartements au bon prix et des bons locataires dans les appartements. Donc,
un peu plus de 30 immeubles qu'on a achetés et qu'on continue à gérer. Peut-être qu'on peut suivre les questions de Nicolas. Un immeuble de 50 ans n'est-il pas à risque de subir des dommages irréversibles à moyen terme? Alors, fort heureusement, un immeuble qui a 50 ans, il n'est plus hors d'usage. D'ailleurs, il n'est pas encore hors d'usage, heureusement. On peut voir dans les centres-villes des bâtiments qui ont plus de 200 ans et qui sont des bâtiments magnifiques et qui ne sont pas du tout des EHPAD. Tout dépend en fait de l'entretien qui a été fait et de la structure même du bâtiment. Alors, Folkestone, avec Tim, vous faites une analyse, vous allez voir l'immeuble. Exactement, on fait une analyse, donc ce qu'on appelle une due diligence technique de l'immeuble, c'est-à-dire qu'on va vérifier tous les points techniques de l'immeuble. Non seulement notre équipe va le faire, mais on va aussi faire appel à un expert externe, donc qui est souvent un architecte ou quelqu'un qui est actif dans la gestion technique des bâtiments, mais principalement des architectes. On travaille avec des grosses sociétés qu'on peut nommer, je pense ici, qui sont CBRE, Wüsten Partners, PwC. Donc des sociétés très reconnues qui vont nous faire un rapport détaillé sur l'ensemble de tous les points névralgiques de l'immeuble, donc sur la statique de l'immeuble, sur les locaux techniques, donc la chaudière, sur les fenêtres, sur les façades, sur la toiture, est-ce que la toiture n'est pas endommagée, qui va nous permettre de savoir là où nous devons allouer des fonds pour rénover l'immeuble si jamais il y avait des dommages. C'est vrai qu'un immeuble de 50 ans, dans l'immobilier, 50 ans, ça peut paraître long, mais ce n'est pas très long. Comme tu as dit, Hugo, il y a beaucoup d'immeubles qui sont beaucoup plus vieux et qui se portent encore très bien. Alors, si rien n'a été fait pendant 50 ans, effectivement, c'est un immeuble sur lequel on ne va pas se positionner. On se positionne plus sur les immeubles qui ont eu un entretien régulier. Sur celui-ci, par exemple, c'est la toiture qui a été refaite récemment. Pour revenir sur ce rapport technique de l'expert, ce rapport il est disponible directement sur l'offre. Vous pouvez le consulter. Vous verrez, il s'articule de la manière suivante. Sur chacun des postes, que ce soit fenêtre, toiture, structure ou autre, l'expert va estimer la durée de vie restante pour chacun des postes, donc combien de temps il faudra les changer et combien ça va coûter. Donc en fait, on sait très bien dans 30 ans si on a une toiture, une façade, et ça nous permet de budgéter 30 ans avant, en fait, au moment de l'acquisition de l'immeuble. Celui-ci. Alors, question de Chris, peut-être on peut répondre. Je peux répondre. Oui. Donc, Chris nous demande sur les 30 objets, quel est le meilleur et quel est le pire et pourquoi. Alors, déjà, je pense qu'il faut, comme on l'a expliqué au début, il faut comprendre que la stratégie d'investissement pour chaque investisseur va être différente. Donc, ça va dépendre si vous cherchez plutôt du rendement immédiat, si vous cherchez quelque chose qui se valorise à long terme, si vous cherchez des revenus stables, on veut dire vous voulez avoir tous les trimestres à peu près la même distribution. Donc déjà, ça va dépendre de ça. Après, je pense que le pire, ça va être des tout petits immeubles où on a très peu d'unités locatives. Pourquoi? Parce que comme l'a expliqué Hugo, l'a bien expliqué dans la présentation, quand on a, par exemple, sur cet immeuble de Clara, on a 27 appartements. Si on en a un ou deux qui sont vacants, on perçoit encore 25 ou 26 loyers sur les 27. Si on n'a que 4 appartements et qu'on a un appartement qui est vacant, on va avoir 25% de vacances locatives, donc on va avoir un quart des revenus en moins. Tout ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Et ensuite, le meilleur investissement, je pense que ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez, puisqu'il y a des investisseurs qui distribuent peut-être peu au début, comme de la valeur ajoutée, mais qui, en fait, dans le temps, seront peut-être les meilleurs investissements, les investissements que vous ayez faits. Et puis, certaines personnes vont vouloir du rendement immédiat et vont vouloir des rendements qui sont tout de suite intéressants. Ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez. Le plus important, on le répétera jamais assez, c'est 2 points. Premièrement, se diversifier, parce qu'on a aujourd'hui des immeubles de différentes stratégies, dans différentes localisations. C'est le premier point. Et le deuxième, c'est surtout investir avec un horizon de temps qui correspond au temps d'investissement de l'immeuble. Parce que si vous voulez investir dans l'immobilier pour 6 mois ou 1 an, il va falloir vous dire que le support immobilier n'est pas forcément le plus adapté à votre stratégie d'investissement. Donc, il faut prendre en compte que si on investit sur une stratégie de rendement, par exemple, on aura un horizon d'investissement moyen de 7 à 10 ans. Mais si on investit sur une stratégie à valeur ajoutée, il faut laisser le temps nécessaire des rotations, des travaux pour que l'immeuble prenne la totalité de son potentiel. Donc, il faut bien que vous soyez aligné sur la durée d'investissement de chaque stratégie. Une autre question que je résume, on nous demande
quelle est la stratégie d'investissement en termes de localisation de Folkestone pour les différentes acquisitions. Alors, originalement, on avait surtout des immeubles évidemment en Suisse romande, principalement canton de Vaud et canton de Fribourg. On a ouvert un bureau avec une équipe à Zurich il y a un peu plus d'un an, en début d'année dernière. Donc aujourd'hui, on est capable de couvrir quasiment l'intégralité du territoire. Et on a déjà fait des acquisitions du côté alémanique, canton de Soleure, canton de Berne. Donc c'est Nathalie qui, a priori, préfère les cantons germaniques. Bonne nouvelle, Nathalie, on a aussi une équipe d'acquisition et d'analyse sur les cantons suisses-allemands. Et on a d'ailleurs pas mal d'immeubles qui sont en cours d'analyse et qui devraient sortir dans les prochaines semaines ou prochains mois. Exactement. Je rebondis sur une question de Daniel. Comment ça se passe pour sortir de l'investissement? Alors, deux possibilités, ce qui va couvrir également d'autres questions que j'ai vu passer. Sur cet immeuble, vous avez une partie hypothécaire. À peu près 60% de l'immeuble est fait avec une hypothèque de premier rang, sur laquelle on va fixer partiellement ou totalement les taux, généralement sur une durée de 7 ans. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de 7 ans, on fait une assemblée ordinaire, comme tous les ans, mais cette fois-ci, elle va être un petit peu plus spécifique. À l'issue de la fin de la période des taux bloqués, donc à la fin des 7 ans, les copropriétaires décident de la suite à donner. Conserver l'immeuble, renégocier une hypothèque, peut-être avec des conditions différentes, ou alors revendre l'immeuble dans son intégralité. C'est les copropriétaires qui font une votation à la majorité qualifiée, donc 2/3 des voix. D'après notre expérience, ce que l'on voit, c'est que l'immobilier, encore une fois, est un investissement qui est long terme, souvent supérieur à 7 ans. Donc les investisseurs sont plutôt enclins à investir sur le long terme et à conserver l'immeuble. Cependant, il peut y avoir des reventes d'immeubles au bout des 7 ans, notamment sur certains immeubles qu'on a bien achetés et sur lesquels on s'est fait porter par le marché ou sur lesquels il y a une plus-value intéressante à encaisser. Voilà. Premier donc, scénario, revente intégrale de l'immeuble. Deuxième scénario, revente individuelle des parts des copropriétaires. Chaque copropriétaire peut remettre ses parts en vente à tout moment. C'est vous le propriétaire, donc c'est vous qui déterminez le prix de vente. On vous donne bien sûr une estimation. Et Folkestone s'occupe ensuite de chercher un nouvel acquéreur au sein des copropriétaires de ce même immeuble ou parmi notre communauté de 15 000 investisseurs, de représenter l'acheteur et le vendeur chez le notaire. Il n'y a pas de frais, les frais étant supportés par le nouvel acquéreur, les frais usuels d'inscription au registre foncier, droit de mutation, etc. Cependant, bien qu'il soit possible de remettre ses parts en vente à tout moment, vous pouvez acheter une part et la remettre en vente le lendemain, il n'y a rien qui vous en empêche. Seulement, c'est comme tout bien immobilier, comme un appartement. Il faut rester un certain nombre d'années dans son investissement, ne serait-ce que pour amortir les frais d'acquisition, les frais de notaire. Donc, si vous vous revendez sur les 5 premières années, vous aurez du mal à être positif dans votre investissement. Donc, mais bon, sait-on jamais ce que la vie nous réserve? Si jamais vous êtes bloqué, sachez qu'il y a possibilité de revendre. On a revendu à peu près 3 millions de francs de parts sur un portefeuille d'une valeur environ 150 millions. Vous voyez, ça fait 2% seulement du portefeuille qui change de main. Ce qui n'est pas énorme, mais ça montre quand même qu'il y a un marché secondaire existant. Dernier point, j'attire aussi votre attention sur le fait que vous serez inscrit au registre foncier, donc on doit procéder à l'échange chez le notaire, ce qui veut dire qu'en délai, il faut vous attendre à un délai à peu près de 3-4 mois. Peut-être une question de Pierre sur l'impact de la hausse des taux hypothécaires ou l'indice des prêts à la consommation sur le rendement des projets. Folkestone Avenir, alors peut-être déjà un point sur les immeubles qu'on a déjà achetés. Donc les immeubles qu'on a déjà achetés, on a sécurisé une hypothèque sur une durée de 7 ans, comme disait Hugo. Donc l'impact, il va être plutôt sur les loyers qui sont indexés totalement ou partiellement l'indice des prix à la consommation. Dans le détail, c'est-à-dire que si un bail est souscrit pour une durée d'au moins 5 ans, il peut être indexé à 100% sur l'indice des prix à la consommation. C'est-à-dire que si l'indice des prix à la consommation augmente, on va pouvoir faire augmenter le loyer, donc le rendement va augmenter. Et le taux, comme il est bloqué, il ne va pas bouger. Donc on va avoir une augmentation des rendements. Ensuite, pour les projets à venir, on l'a déjà observé puisque les taux sont déjà bien montés depuis maintenant, on va dire à peu près 1 an en fait. Depuis la guerre à peu près, donc on voit que ça a bien monté, donc on voit un impact sur les prix d'acquisition. C'est-à-dire que les rendements attendus ont augmenté, puisque les taux ont augmenté, puisque le taux est plutôt un taux qu'on appelle le taux sans risque. Quand on achète un immeuble, il y a un petit risque, donc on attend un rendement plus élevé qu'avec un taux sans risque.
Donc, le rendement augmente avec l'augmentation des taux, ce qui fait que le prix de l'immobilier baisse légèrement. On peut acheter à des prix qui sont un petit peu plus intéressants. Et ensuite, on bloque l'hypothèque en partie ou en totalité. Et on va avoir aussi cette augmentation des loyers sur long terme tant qu'on a de l'inflation. Et ensuite, quand l'inflation se sera résorbée, on estime que les banques centrales, donc la BNS, devraient stopper la hausse des taux ou en tout cas, au moins la stopper et peut-être même la diminuer. Donc on a des rendements qui rediminuer et des prix qui devraient continuer à progresser avec des loyers qui ont augmenté, donc qui vont d'autant plus progresser. Voilà. Merci beaucoup, Tim. C'est vrai qu'à court terme, effectivement, la charge hypothécaire va augmenter. Donc, on ne pourra pas avoir les mêmes rendements qu'on avait il y a 4 ans, simplement parce que le marché a changé. D'où l'importance aujourd'hui peut-être de regarder des stratégies alternatives, comme notamment la stratégie de valeur ajoutée, qui est un très bon rempart contre l'inflation et la hausse des taux. Et puis, il faut aussi souligner que cette augmentation des taux, il y a une certaine inertie, c'est-à-dire que les propriétaires qui pensaient vendre leur immeuble, par exemple 10 millions il y a 6 mois, ils ne s'imaginent pas qu'en 6 mois, c'est tant changé, que maintenant, ils doivent le vendre 9 millions et qu'ils aient perdu 1 million. Donc, il y a une certaine inertie qui fait que les prix baissent avec le temps. Donc, on est obligé d'attendre un petit peu. Et c'est pour ça qu'on a eu des périodes où on a eu un petit peu moins d'immeubles sur la plateforme, parce qu'on ne peut pas acheter des immeubles à des prix qui sont trop élevés par rapport au marché et par rapport à nos prévisions futures. Chaque immeuble, d'ailleurs, fait l'objet d'une évaluation indépendante, encore une fois, et l'évaluation est consultable directement parmi les documents disponibles sur les immeubles. Je n'ai plus les chiffres en tête pour cet immeuble de Clarens, mais on l'avait acheté bien en dessous, en tout cas, de sa valeur d'expertise. Moi, je les ai. On l'a donc le prix d'acquisition à 11 millions et l'évaluation à 11 850 000. Voilà. On dit que dans l'immobilier, pour bien vendre, il faut avant tout bien acheter. La plus-value se fait à l'achat. C'est ça. Avez-vous un partenariat avec la banque où vous souscrivez l'hypothèque? Est-il possible de vous proposer d'autres établissements plus intéressants annoncés par Foxstone? Alors, dans notre capital, dans le capital de la société Foxstone, il n'y a pas d'actionnaire bancaire. Donc, on n'accorde aucun privilège à aucune des banques. Petit mot au passage, parmi les actionnaires stratégiques de Foxstone, il y a la Vaudoise Assurance et Groupe Nef qui nous aident à nous structurer, donc des acteurs institutionnels. Ce qu'on fait, Foxstone, c'est quand on a un immeuble qu'on a sécurisé, on va voir différentes banques pour effectivement faire jouer la concurrence, obtenir les meilleures offres. On travaille d'ailleurs aujourd'hui avec différentes banques, que ce soit des banques cantonales ou différentes banques Raiffeisen. On ne travaille pas avec toutes les banques pour une raison qui est très simple, c'est que dans notre modèle, comme je disais, il y a 60% d'hypothèques et notre premier biais de négociation avec la banque, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas le taux. Notre première négociation, c'est d'avoir une condition obligatoire pour notre modèle. La condition, c'est d'avoir une hypothèque qui est désolidarisée, puisqu'on a plusieurs personnes qui ne se connaissent pas forcément dans l'immeuble, qui se répartissent un contrat hypothécaire. On a découpé le contrat hypothécaire de la même manière qu'on a découpé l'immeuble. Et la condition la plus importante, c'est qu'un investisseur ne soit pas responsable de la partie hypothécaire d'un autre investisseur et encore moins de l'hypothèque globale de tout l'immeuble, ce qui fait du sens. Donc, on a demandé que l'hypothèque soit désolidarisée pour chacun des copropriétaires. Et malheureusement, toutes les banques ne savent pas faire cette chose-là, donc ça réduit un petit peu le champ d'action des différentes banques. Mais voilà, aujourd'hui, on a plusieurs partenaires à qui on envoie différents immeubles, ce qui permet de faire mécaniquement jouer la concurrence et obtenir les meilleures offres. Oui, à chaque fois, on envoie en général à 2 ou 3 banques pour chaque immeuble, et puis on négocie. Donc, il y a les conditions de taux, mais il y a aussi les conditions de durée, puisque des fois, on a besoin d'un petit peu de temps avant d'acheter l'immeuble. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, et on va toujours prendre la banque qui nous accorde les meilleures conditions, évidemment. On a une question de Giovanni sur est-ce que Foxstone pourrait se lancer sur des projets d'immeubles neufs? Alors, on a déjà acheté des immeubles neufs. On en a acheté un à Valbrois, dans le canton de Vaud, et un dans le canton de Berne, à Multurnen. Donc, ils sont des immeubles qui étaient en fin de construction et qui étaient en cours de location. Et on est rentré en négociation avec le propriétaire à ce moment-là. On ne peut pas vraiment se positionner avant sur un immeuble qui est en cours de construction, parce que ça voudrait dire que si on veut sécuriser l'immeuble et promettre au promoteur qu'on achète son immeuble, on devrait lever les fonds et vous, les copropriétaires, vous ne recevriez pas de distribution des loyers pendant
plusieurs mois, puisqu'en fait, l'immeuble ne serait pas encore loué. Donc, on essaye plutôt de se positionner sur la fin d'une construction quand on va être sur un immeuble neuf ou sur la mise en location de l'immeuble afin que dès l'acquisition, vous puissiez toucher des loyers. Et je pense que c'est plus intéressant comme ça pour vous. Et oui, sinon vous allez avoir une période où vous allez investir, puis pendant le temps de la construction, vous n'allez percevoir aucun revenu forcément. Et ensuite, quand l'immeuble est construit, il faut encore qu'il se remplisse petit à petit et vous aurez un rendement qui va être croissant en fonction du taux d'occupation de l'immeuble. Mais vous aurez un rythme de croisière qui sera atteint après 3 ans au minimum après votre investissement. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On va libérer ceux qui veulent aller déjeuner, comme nous, d'ailleurs. Et dernière question de Nathalie, est-ce qu'il y aura bientôt un autre webinaire thématique sur les prêts participatifs? Alors oui, Nathalie, il y aura plusieurs webinaires, dont un effectivement dédié aux prêts participatifs. Il y aura la suite de ce webinaire, donc il y aura encore 2 épisodes pour les 2 autres stratégies, la stratégie de rendement et la stratégie conservatrice. Alors, on fait ces webinaires pour vous en fonction des questions que vous avez, donc n'hésitez pas aussi à nous adresser par email des thèmes peut-être de webinaires auxquels vous souhaiteriez assister ou vous souhaitez qu'on vous présente. Merci beaucoup. On a tâché de répondre à l'ensemble des questions. Je pense qu'on est passé sur quasiment l'intégralité. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone ou par email contact@folkstone.ch et on se fera plaisir de répondre à vos questions. Merci à vous et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.